La parentalité accompagnée. Un podcast de la MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire, engagé aux côtés des enfants et de leurs familles. Épisode 1. Comment encadrer la prise de risque chez les enfants ? Le jeu occupe une place centrale dans la vie des enfants, mais aussi dans leur développement. Parmi les différentes formes de jeu, certaines impliquent une bonne dose de danger pour l'enfant. Faire du vélo à fond la caisse, grimper aux arbres, explorer des zones inconnues. En quoi ces activités dites risquées jouent-elles un rôle crucial dans son développement physique, émotionnel et social ? Quelles compétences peuvent-ils acquérir à travers les défis qu'ils se lancent au quotidien ? Et plus tard, quels impacts sur l'adolescent ? Enfin, comment les adultes peuvent-ils encadrer ces pratiques pour maximiser les bienfaits tout en évitant les dangers ? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Marjorie Camus-Charon, psychologue spécialisée dans le neurodéveloppement de l'enfant et de l'adulte. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un jeu risqué chez l'enfant ? Alors, avant de parler de la notion de jeu risqué, il faut quand même recontextualiser. Le risque est associé au danger. Et il faut savoir qu'un enfant, avant 18 mois, 24 mois, n'a aucune connaissance du danger, en fait. Il vit dans l'instant, il vit dans le présent, il n'a pas d'anticipation. De ce fait, le parent va être en extrême vigilance, va être très, très, très actif sur la surveillance et la prévention du danger. À partir de 2-3 ans, l'enfant commence à voir le danger, il commence à le percevoir, ça sera bien installé à partir de 6 ans. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'enfant va avoir des craintes, des peurs, parfois des peurs nouvelles qu'il n'avait pas 1 mois ou 2 mois auparavant. Là, on va pouvoir commencer à parler de jeu risqué, puisqu'il va y avoir chez l'enfant aussi cette notion de risque. Alors, je vais prendre par exemple l'image de l'enfant qui monte sur le toboggan. Il monte sur le toboggan, il arrive au sommet, il est incapable de se lancer dans la pente, mais il est aussi incapable de descendre. Donc il va appeler son parent pour l'aider. On voit bien la scène, voilà. On connaît ça. On a tous vu cela un jour où on l'a vécu. Et le parent, là, va être en support. Il va accompagner un jeu qui est risqué, mais qui est tout à fait normal pour l'enfant. Donc voilà, en gros, le risque, il est lié à l'âge de l'enfant également, mais voilà, si je veux généraliser un peu, le risque, en fait, le jeu risqué, il est associé également à toute activité physique, des activités physiques qui impliqueraient également de la prise de hauteur, grimper, escalader, de la vitesse, courir, qui impliquerait également des contacts physiques. Je pense à un jeu comme l'épervier qu'on a tous pratiqué dans les cours de récréation, où on doit traverser la cour d'un bout à l'autre sans se faire attraper par un camarade. La notion de risque, elle est également liée à l'environnement, un environnement qui est moins connu pour l'enfant, aller à la mer, à la montagne, mais aussi qui implique un risque plus grand. Il est plus facile de courir sur du gazon que de courir sur du gravier, par exemple. Donc on voit que la notion de risque, finalement, elle est liée à plusieurs facteurs et pas uniquement à l'âge de l'enfant ou à un environnement. Il faut prendre tout cela en compte. Il y a peut-être l'interprétation des parents aussi. On n'a pas tous le même curseur en termes de danger. Est-ce que faire du toboggan la tête en bas, ça peut être OK pour certains et plus dangereux pour d'autres ? Alors en effet, la notion de danger, la notion de jeu risqué, elle va vraiment aussi être lié à la personnalité du parent qui va arriver avec ses souvenirs, ses expériences personnelles, ses mauvais souvenirs parfois, et qui va aussi se positionner d'une certaine façon vis-à-vis du jeu risqué ou de comment lui entend ce jeu risqué avec son enfant. Il faut quand même rappeler aux parents que l'enfant apprend par le jeu. Donc le risque fait partie du jeu. Et là, évidemment, je vais encourager les parents à aussi faire confiance à leurs enfants tout en restant bien entendu vigilants. La prise de risque, c'est quelque chose de normal. Ils le font tous ? Alors, tous les enfants ont cette notion de prise de risque. Moi, quand je rencontre un enfant qui ne prend pas de risque, qui n'ose pas, qui n'ose rien, je vais m'interroger, ça va m'interpeller, je vais me demander s'il n'y a pas quand même trop de peur. Un peu peur, ça protège, c'est normal. Peur tout le temps, ça paralyse, ça ne permet pas d'explorer. Donc un enfant qui n'explorerait pas, qui n'oserait jamais, je m'interrogerais sur une anxiété. Est-ce qu'on peut revenir sur les raisons de ces prises de risques ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Alors, il y a différentes raisons, il y a plusieurs raisons, mais elles sont toutes, je tiens à dire déjà qu'elles sont toutes naturelles et instinctives.
L'enfant ne conscientise pas le fait de prendre un risque. Il monte sur le toboggan, il court avec ses camarades, il ne va pas se dire « tiens, là, je vais faire un truc risqué ». C'est lié à d'abord la volonté d'explorer le monde, de vivre une petite aventure du quotidien. C'est lié également à son envie de vivre des sensations, glisser, nager, plonger. Ça peut être également en lien avec son développement moteur. C'est un besoin physiologique de développer des compétences, de bouger également, lié à l'activité physique, à la bonne santé physique. Et on aura par ailleurs tout un volet lié au développement social, au développement de compétences sociales. Alors je m'explique. Quand on joue, on apprend à perdre, on apprend à gagner. Quand on fait la course, on apprend à être dans la compétition. On peut être dans la coopération pour d'autres jeux. On va aussi développer des réflexes sociaux, apprendre à demander de l'aide. Et puis, on va aussi développer des compétences de prise de décision rapide. Ouh là, je vais descendre, c'est trop dangereux. Des prises de décision, de jugement. Est-ce que je mets mon pied plutôt sur la branche ici ou est-ce que je vais plutôt attraper cette branche-là? Donc, tout ça, en fait, contribue au développement de l'enfant et ça contribue à son bon développement. Et la bagarre dans tout ça, parce que ça aussi, c'est un jeu très répandu. Alors oui, il y a évidemment toute une série d'activités qui sont un peu plus... tout ce qui est contact physique fait aussi partie des jeux à risque, des jeux risqués. Bon, là, c'est aux parents de venir mettre le curseur, de rappeler à l'ordre. Quand bien même un enfant qui saute sur le canapé, son parent pourra lui dire 2, 3, 10 fois qu'il ne doit pas le faire. Finalement, c'est en tombant qu'il va apprendre que ce n'était pas une bonne idée. Est-ce que chez l'adolescent, ces prises de risques sont basées sur les mêmes ressorts? Est-ce que c'est la même chose qui se rejoue différemment plus tard à l'adolescence? Alors, oui, mais avec des dimensions supplémentaires. L'adolescent, il a envie d'explorer le monde. Il a envie de gagner en autonomie, au même titre que l'enfant, mais avec un besoin accru. Il y a quelque chose qui joue aussi chez l'adolescent, c'est le fait qu'il y a une dimension sociale dans le jeu. Il va être sensible au regard des autres et de ce fait, il pourra sortir parfois de la zone du raisonnable parce qu'il aura un public, un auditoire. Donc là, le parent, il va aussi devoir adopter une attitude un peu différente. Il ne pourra plus interdire, il ne sera d'ailleurs plus là pour vérifier tout ce que fait son adolescent. Il va devoir être dans la prévention, l'information, la sensibilisation. Il va devenir très pédagogue et aussi fin négociateur avec son enfant. En quoi toutes ces prises de risques sont-elles bénéfiques pour l'enfant ? Alors, elles sont bénéfiques en premier lieu déjà sur le plan du développement corporel, bouger, s'activer, aussi gérer son impulsivité physique. Ça va également aider l'enfant à développer des compétences psychomotrices, d'agilité, de coordination des gestes, coordination du corps. Et on peut dire également que l'enfant va apprendre des notions spatiales, il va acquérir des notions spatiales. C'est loin, c'est grand, c'est haut. Donc tout cela va pouvoir aussi contribuer à son développement, c'est bénéfique pour cela. Et puis aussi à tout le volet social que j'ai déjà abordé, mais sur tout le lien social que cela va générer, construire des relations, coopérer, être dans la compétition. Tout cela fait partie de bénéfices pour l'enfant. Et on retrouve tout ça chez l'adolescent aussi, en termes de bénéfices pour lui ? Alors oui, tout à fait. Mais l'adolescent, il y a cette dimension aussi de changements biologiques, hormonaux et sociaux. Donc les rapports, là, l'adolescent, alors qu'il était auparavant centré sur sa famille et peut-être les copains dans la cour, l'adolescent, quant à lui, il va vraiment déplacer ses centres d'intérêt vers l'extérieur. Alors pour illustrer cela, je peux vous parler par exemple du walkabout, qui veut dire littéralement une promenade. Alors c'est une promenade assez longue qui se déroule en Australie chez les aborigènes, puisque on envoie un jeune en walkabout quand on se rend compte qu'il est à cet âge d'adolescence, de transition, et on l'envoie dans la nature pour plusieurs semaines. C'est une longue balade. Et quand il revient, on considère qu'il est finalement un homme. Donc il y a quelque chose de l'ordre du rite de passage. Ce n'est pas rare, on trouve ça dans d'autres sociétés. Chez les Amars, par exemple, en Éthiopie, où là, le jeune est encouragé à sauter au-dessus de taureaux pour symboliser en fait le fait qu'il abandonne son enfance pour entrer dans l'âge adulte. Donc on voit aussi que chez l'adolescent, tout ce qui est lié à la prise de risque va être lié aussi à l'entrée dans l'âge adulte, avec la nécessité pour lui d'apprendre à doser ce qui fait partie de l'acceptable, du raisonnable.
mais c'est une façon pour lui de tester ses capacités, ses forces, et donc sa capacité à affronter le monde. On comprend bien l'aspect naturel, spontané de ces prises de risque et tous les bénéfices qu'elles peuvent apporter, mais en tant que parent, quelle attitude on doit adopter? Parce qu'il y a la peur quand même qui est là. Alors exactement, on voit que l'attitude du parent, ce qui est attendu de lui, elle va évoluer tout au long du développement de son enfant. Quand il est petit, le parent va être avec son enfant très très attentif, il va être dans la prévention. Dès lors que l'enfant va grandir, il va apporter une surveillance, mais une surveillance que je dirais discrète, en prenant sur lui parfois pour réfréner des peurs naturelles que le parent éprouve. Et puis à l'adolescence, c'est très différent. Il ne pourra plus être en surveillance de son enfant. Néanmoins, je l'invite à s'intéresser aux jeux de son enfant, aux activités. Bon, parfois, il ne sera pas écouté, entendu, mais au moins, il va montrer un intérêt et va de ce fait pouvoir garder le dialogue et donc être dans la sensibilisation et la prévention aussi avec son adolescent. Et concrètement, comment éviter les dangers sans les surprotéger et les couver trop pour qu'ils puissent quand même bénéficier d'un développement normal et sain? Oui. Alors, encore une fois, tout est question de dosage. On va, en tant que parent, soi-même pouvoir estimer le danger, la prise de risque, avec notre vécu, nos souvenirs, etc., mais en gardant à l'idée, en effet, que le jeu est nécessaire pour apprendre, que le risque dans le jeu est aussi nécessaire, et que le risque, c'est la vie. On ne peut pas échapper finalement au risque. Dès lors qu'on se lève le matin, il y a des risques. Donc, le parent doit accepter cela. Et à tous les âges, il va aussi s'adapter. À tous les âges de son enfant, il va s'adapter de façon à être présent, mais sans être dans la surprotection. Vous parliez tout à l'heure des enfants qui ne prenaient aucun risque. Ça vous arrive de les voir en cabinet. Dans ce cas-là, il faut aller chercher de quel côté? De l'influence des parents, peut-être? Alors, on travaille avec les familles, bien entendu, et on regarde en effet comment l'enfant s'est construit dans sa famille. Est-ce que, voilà, parfois, il suffit qu'il y ait eu un incident dans la famille, un accident, quelque chose qui a pu en fait laisser des traces dans la mémoire de l'enfant et de ses parents. Donc, tout ça peut être travaillé également. Et puis, on apprend l'enfant ou même l'adolescent à s'affirmer, à développer son estime de lui et à développer sa confiance en soi, en fait. Ce qui est vraiment, chez l'adolescent, par exemple, c'est quelque chose de déterminant pour lui, pour continuer à avancer dans la vie. Quel dialogue on met en place avec les enfants et les adolescents pour à la fois leur faire prendre conscience du danger, mais rester à sa place de parent? Ouais. Alors, on va, selon l'âge, encore une fois, un jeu qui est dangereux à 4 ans ne le sera plus du tout à 12 ans, donc on n'aura pas le même degré d'information selon le jeu, on n'aura pas le même degré d'information selon l'âge de l'enfant non plus. Un petit enfant, on va lui donner des consignes courtes, ne touche pas, descends, ça brûle. Donc on va être dans quelque chose d'assez injonctif finalement. Quand l'enfant va grandir, on va pouvoir lui expliquer, lui proposer aussi des savoir-faire, notre savoir-faire, notre expérience. Et puis plus tard, on va entrer là vraiment dans de la négociation avec l'adolescent et de l'information. Donc je dirais que protéger son enfant sans le surprotéger, c'est un mélange de prévention du parent qui va vérifier, ne pas laisser traîner des outils dans le jardin par exemple, qui va également être dans l'information, la sensibilisation, et puis qui va aussi être dans tout ce qui est sécurité relative au déplacement de l'enfant. S'il rentre de l'école, il va lui expliquer qu'il ne doit pas courir sur la route, etc. Donc c'est un tout global entre l'éducation, la surveillance et l'information. Est-ce que essayer de prévenir tous les dangers en l'informant de toutes les conséquences possibles de telle et telle chose, c'est plutôt bon, ou au contraire ça peut le freiner dans son développement, dans son envie justement de jouer? Alors les scénarios catastrophes, ça ne marche pas. C'est totalement contraire au bien-être de l'enfant, c'est-à-dire si on lui explique si tu fais ceci, qu'il se passe cela et que tu chutes, en fait, ça va juste effrayer l'enfant, ça va juste lui transmettre des peurs. Donc il faut vraiment être dans une information. Et parfois, en tant que parent, ça demande de prendre sur soi, de ne pas communiquer ses propres peurs. On a tous vu une maman ou un papa qui hésitait à rejoindre un enfant qui chute
pour voir comment ça se passait. Je prends toujours cette image-là d'ailleurs avec les parents. Je leur dis, souvenez-vous de la manière dont votre enfant a appris à marcher. Au début, vous lui teniez les 2 mains. Et puis, c'est lui qui s'est mis à tenir uniquement vos index. Et puis un jour, il n'a plus voulu de vos mains. Vous avez juste mis les mains autour de lui pour le récupérer en cas de chute. Et vous l'avez ensuite regardé à distance. Donc, pour le jeu risqué, c'est la même chose à tous les âges de la vie, y compris à l'adolescence, ce qui demande parfois un effort sur soi en tant que parent. L'adage petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci se vérifie quand même en tant que parent, enfin dans l'expérience des parents et de ce qu'ils m'en racontent. Vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure sur le rôle aussi des parents à, par exemple, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'outils qui traînent dans le jardin, des choses comme ça. Quels sont les conseils assez simples et pratiques à mettre en place pour éviter les blessures ? Parce que le risque, lui, on ne peut pas l'éviter, il est inhérent à l'existence. Par contre, peut-être, on peut essayer de mettre les blessures un petit peu de côté. Exactement. Chez le petit enfant, on va vraiment sécuriser. On peut mettre des cache-prises, on peut mettre une barrière. On va être aussi, en tant que parent, dans l'anticipation, de façon à ne pas être soit tout le temps stressé par les marches, on va sécuriser l'environnement pour son enfant, mais aussi pour son bien-être à soi. Par la suite, on va également donner des jeux et des outils adaptés à l'âge de l'enfant, bien souvent, ils préfèrent les outils d'adultes plutôt que les copies en plastique. Mais bon, voilà, on peut aussi accompagner cela. Justement, la découverte, elle peut aussi passer par un accompagnement du parent. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que pour éviter les blessures, pour être dans l'accompagnement juste, on va être dans un mélange de surveillance, d'éducation et de sécurisation de l'environnement. Donc ça, c'est les 3 piliers. Oui, globalement, ce sont les 3 piliers qui permettent aux parents d'être sereins et à l'enfant de pouvoir se développer et explorer le monde avec une limitation des risques. Merci beaucoup Marjorie Camus-Charon pour tous vos conseils afin de mieux comprendre que le jeu risqué peut à la fois apporter énormément au développement de l'enfant et éviter de le surprotéger. Merci beaucoup. Merci à vous. Découvrez les autres épisodes de la série pour une parentalité accompagnée. Et retrouvez toutes les ressources prévention parents et enseignants sur mae.fr. À très vite!